Charles attaque le sujet par un angle un peu audacieux en disant « Vive le Made in France ». Et donc je lui donne la parole quelques minutes pour qu'il présente son livre, et après on viendra à Agnès. Charles, je te laisse venir ici avec ton livre. Merci beaucoup. Tu as quelques minutes pour toi. Merci Aurélien, bonsoir Agnès, bonsoir à tous. Effectivement, militant libéral de longue date, puisque j'ai pris ma carte à démocratie libérale à 18 ans, et que je n'ai pas changé d'un iota depuis le programme de Madeleine 2002, dont on va retrouver probablement des propositions dans le livre d'Agnès. Très rapidement, voilà, je viens aussi de publier un ouvrage qui s'appelle le guide des produits Made in Emploi et qui se veut le guide pratique de référence du Made in France, le sujet qui a été à la mode pendant un an, au cours de l'année écoulée, parce qu'il me semble que c'est un sujet sur lequel les libéraux ont un vrai message légitime à porter, puisque, le Made in France, c'est reconnaître que le pouvoir est dans les consommateurs, les individus, que ce pouvoir peut être exercé de manière libre et légitime et efficace, c'est-à-dire que mon vote au supermarché est systématiquement élu, lui, qu'il est effectué avec mon propre argent, et que cette empathie, cette solidarité, il vaut mieux l'exercer au supermarché que dans un isoloir. Par ailleurs, c'est l'occasion de passer en revue un certain nombre de rappels. Si je fais ce livre, c'est en particulier pour dissuader nos dirigeants législateurs de mettre en place des taxes douanières. Il y a des rappels de Bastiat, Jean-Baptiste Say et d'autres. Et voilà, parce que je pense qu'il faut que les libéraux sortent de leur ghetto sociologique et de thématique. Par exemple le Flore, par exemple le 6e arrondissement, mais je m'occupais moi des jeunes populaires ici. On a fait une très belle campagne avec Madeleine, mais on a fait des gros scores à Neuilly, dans le 8e, le 16e et à Deauville. Je pense que moi d'où je viens, voilà, en banlieue moyenne yvelinoise, dans la France dite des invisibles, le message libéral est assez inaudible. Et en réalité, la manière la plus efficace d'être solidaire avec ces gens-là, c'est de mettre en avant les entrepreneurs qui les emploient, c'est de faire comprendre les logiques du marché voilà, qui animent toutes ces familles, tous ces entrepreneurs qui emploient 250 000 salariés qui sont recensés dans ce guide. Et voilà, sur une cinquantaine de produits qu'on est tous amenés un jour à acheter, des lunettes au poulet, en passant par les chaussures, le costume ou la voiture. Voilà, je pense que c'est un bon cadeau à faire à un ami qui n'est pas libéral et qui serait patriote ou montebourgien ou frontiste ou communiste ou ce que vous voulez. Ils sont tous d'accord sur une chose, c'est qu'il faut soutenir le Made in France, mais cet aveu en fait, cet aveu du Made in France, c'est un aveu de leur impuissance et que le pouvoir est dans les individus, et du coup je pense que c'est un bon moyen de distiller les idées libérales hors de nos ghettos. Voilà, merci beaucoup Aurélien. Merci à toi Charles, bon courage à toi. Voilà le livre. Écoutez, je crois que le plus simple maintenant, c'est de donner la parole à Agnès Verdier-Molinier et de la laisser développer ce projet, parce que, comme vous l'avez compris jusqu'ici, l'austérité, c'est toujours pour les contribuables. L'État ne se serre pas la ceinture, et je crois que, si j'ai bien compris le thème de ce livre, c'est qu'on peut voir les choses un peu différemment. Agnès, la parole est à toi. Merci à tous d'être là, merci à toi Aurélien pour ton invitation. C'est vrai que c'est sympa d'être là encore ce soir parce que j'étais venue pour présenter les fonctionnaires contre l'État il y a maintenant 2 ans, et voilà, ça passe vite. Les fonctionnaires contre l'État, c'était vraiment l'idée de montrer qu'il y avait un lobby public qui était plus fort que la réforme. Et dès que j'ai eu fini la promotion de ce livre-là, je me suis dit finalement j'ai rien abordé dans le livre Les fonctionnaires contre l'État, il faut absolument que j'en fasse un autre parce que il y avait toute la question de comment gérer des services publics moins chers, comment économiser, comment comparer, comment ouvrir les données publiques. Et toutes ces questions-là, eh bien, finalement, elles n'étaient pas abordées dans ce livre de 2011. Donc, c'est ce qui a donné 60 milliards d'économies, qui ne s'appelait pas du tout comme ça au départ. D'ailleurs, ce que vous voyez là, c'est en quelque sorte la 15e version, parce que quand on écrit un livre, avant qu'on soit arrivé à une version optimale, il faut remettre 15 fois l'ouvrage sur le métier, c'est long. J'ai mis 1 an et demi pour écrire ce bouquin. Et j'étais vraiment contente quand il est sorti, parce que j'en pouvais plus. Et en fait, c'est pas un livre personnel, c'est vraiment un livre aussi qui doit beaucoup à la Fondation IFRAP.
Je ne suis là devant vous que parce que un jour j'ai croisé le chemin de Bernard Zimmer, le fondateur de l'IFRAP, qui a fondé l'IFRAP en 85, et parce que voilà, autour de Bernard, autour de moi, s'est constituée une équipe formidable qui travaille énormément. On est une dizaine d'équivalents temps plein, mais seulement la moitié de salariés. Et ce livre, bien sûr, doit beaucoup à l'ensemble de l'équipe de l'IFRAP et aux bénévoles de l'IFRAP qui ne comptent pas leur temps, qui travaillent, y compris les vacances, le week-end, les nuits, sur nos études. Donc ce livre, c'est le livre à l'aboutissement de quasiment 3 ans de travail et de publication dans la revue de la Fondation, une revue qui s'appelle Société Civile, donc vous comprendrez toujours tout de suite le titre, et qui publie tous les mois une étude de fond. Là, par exemple, c'était celle d'octobre sur la compétitivité des entreprises, et si on commençait par la fiscalité, qui a été une étude qui a été reprise par Challenge, par exemple. Là, ce sont les études qu'on a publiées sur les dépenses sociales en décembre et janvier, qui a été reprise par notamment 4 pages dans le Figaro Magazine. Là, vous avez aussi une étude vraiment très très originale que nous avons faite sur l'Île-de-France, qui a été publiée en septembre et qui a fait aussi la une des journaux, qui a permis de vraiment remettre en question la gestion actuelle des dépenses publiques en Île-de-France. Donc voilà, c'est l'aboutissement d'un travail, c'est un travail qui est vraiment de fond, qui est tous les jours très très prenant, parce qu'un journal mensuel, on pense que ça revient de façon très lente, et en fait, tous les 15 jours, on a l'impression qu'on boucle un nouveau numéro. Là, on est sur les fonds d'art contemporain en ce moment, et c'est très très intéressant. Et on est en train de boucler aussi toute une étude sur la défense, on travaille sur les retraites, on travaille sur les périmètres d'action publique, et donc ça va me permettre de revenir à la question de ce livre, parce que finalement, ce livre, c'est juste la question suivante, c'est et si on gérait moins cher, et si on payait moins cher nos services publics. La certitude à laquelle je suis arrivée, mais ça a été un cheminement, hein, c'est qu'on surpaye de 60 milliards d'euros nos services publics tous les ans. C'est pour ça que je dis qu'on peut économiser 60 milliards d'euros par an. Ça m'est venu d'abord en faisant des comparatifs. Je me souviens d'une étude qu'on a publiée en juin 2010, qui a été une étude fondamentale pour nous, qui a été le comparatif du coût de l'enseignement privé sous contrat avec l'enseignement public, et qui nous a permis de montrer qu'on avait un écart de 2 000 euros par élève et par an dans le premier degré et de 2 700 euros par élève et par an dans le second degré. Donc là, on est complètement tombé de notre chaise quand on a vu ce chiffrage, et on s'est dit, il faut absolument qu'on explique d'où ça vient. Et on a consulté le plus d'experts possible du sujet, notamment beaucoup de gens de la Cour des comptes et du ministère de l'Éducation nationale, évidemment, et qui nous ont tous dit, écoutez, le facteur majeur, c'est d'abord les retraites publiques. Et le coût des retraites des professeurs de l'enseignement public, qui est beaucoup plus important que sur l'enseignement privé. Il y a beaucoup de gens en France qui ne savent pas qu'on n'a pas les mêmes retraites pour les enseignants du public et pour les enseignants du privé sous contrat. Et ça, c'est déjà un facteur majeur, puisque dans le premier degré, ça représente 700 euros d'écart, et dans le second degré, par élève et par an, ça représente 1 300 euros d'écart. Donc quand on a découvert ça, on s'est dit, mais si ça se trouve, dans toute l'action publique, dans tous les domaines des politiques publiques, on doit pouvoir trouver des écarts de coûts aussi importants, avec une qualité de service public qui finalement, à la fin, est pas si mauvaise, parce que c'est très difficile de comparer avec de vrais indicateurs, etc. Mais le seul indicateur fiable qu'on a pour l'éducation, c'est celui de la valeur ajoutée. C'est comment on fait progresser un élève qui est arrivé à un niveau N vers un niveau supérieur. Et là, dans les 100 premiers lycées de France, il y en a 62 qui sont privés sous contrat. Donc on ne peut pas dire que l'enseignement privé sous contrat soit moins bon que l'enseignement public. Et on peut dire qu'il coûte effectivement 20 milliards d'euros moins cher si on appliquait le tarif enseignement privé sous contrat à l'ensemble de l'éducation nationale, ce serait 20 milliards moins cher. Donc c'est déjà une découverte très importante. Bien entendu, je pense que l'enseignement privé sous contrat est un peu sous-financé, donc il ne faut pas non plus prendre les choses absolument au pied de la lettre, et on ne peut pas économiser exactement ces 20 milliards-là, mais ça prouve qu'on a une marge de progression qui est énorme, et que tous ceux qui nous disent
que nos services publics, on ne peut pas y toucher, qu'on est au taquet, qu'on a déjà économisé énormément d'argent, qu'on ne peut pas baisser la dépense publique, etc. Tout cela, je pense qu'ils n'ont pas vraiment étudié la question très sérieusement. Donc c'était ça aussi l'idée, c'était de mettre un peu un pavé dans la mare pour dire arrêtons de dire qu'avec la révision générale des politiques publiques, on est arrivé au maximum des économies qu'on pouvait réaliser, parce que en réalité, je le dis dans le livre, la révision générale des politiques publiques n'a quasiment rien fait. On est sur, par exemple, la suppression d'un départ sur deux, d'un poste sur deux qui partait en retraite, et on n'a pas économisé sur la masse salariale, on n'a pas baissé la masse salariale, on a supprimé 150 000 postes et on n'a pas baissé la masse salariale. Donc là, on a des problèmes d'objectifs aussi. C'est-à-dire qu'on se lance dans des réformes qui doivent être normalement des réformes qui doivent générer des économies, et à la fin on oublie qu'il fallait faire des économies. Donc on rétrocède, ce qu'on appelle rétrocéder, c'est-à-dire qu'on reverse en primes et en augmentation de salaire soit jusqu'à 74% des économies réalisées. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'Inspection Générale des Finances que j'ai pu me procurer, mais attention, je n'ai eu le droit que de le recopier à la main, parce que nous n'avons pas le droit de photocopier les rapports de l'Inspection Générale des Finances. D'abord, non, parce qu'on s'était engagé, j'étais pas seule, il y avait quelqu'un de mon équipe avec moi. On s'était engagé auprès de la personne qui très courageusement nous a permis de consulter ce rapport et qui risquait gros, concrètement. Et on s'était engagé à ne pas photocopier. On avait une photocopieuse à 3 mètres, donc c'était quand même difficile de tenir, mais on l'a fait, on a tout recopié à la main, ça nous a pris 1h30 et puis on s'est vraiment dépêché. Mais le problème, c'est que tous ces rapports-là sont filigranés. Ça veut dire qu'il y a le nom de l'agent qui était titulaire du rapport en question, qui est marqué à l'intérieur de chaque page. Donc même si vous photocopiez, eh bien, vous avez forcément le nom de la personne qui ressort à un moment ou à un autre, et on sait d'où vient la fuite. Donc ce rapport de l'IGF, il dit tout. Il dit tout ce qu'il faudrait faire comme économie sur la dépense de l'État. Il s'intitule d'ailleurs « Maîtrise des dépenses de l'État, des politiques publiques ». Dans ce rapport, il y a tout. Il y a la question d'économiser sur l'avancement, de bloquer l'avancement, combien de milliards on pourrait économiser, combien on pourrait économiser si on supprimait le supplément familial de traitement, si on ne remplaçait pas 2 départs sur 3 partant à la retraite. Voilà, il propose d'aligner les retraites publiques sur les retraites privées. Et il le chiffre très en dessous, très en dessous de ce que nous pensons être la réalité de l'économie. Mais au moins, il va dans l'idée de chiffrer cela et de se mettre dans l'hypothèse que ce serait réalisable. Voilà, donc il va beaucoup plus loin que n'est jamais allé le gouvernement de François Fillon dans les dernières années. Puisque en réalité, toutes ces questions-là, nous, à l'IFRAP, on les a beaucoup suivies. Pendant la réforme des retraites en 2010, on est allé bien sûr au cabinet notamment du ministre Éric Woerth, et quand on a pu accéder aux conseillers du ministre, ils nous ont dit mais enfin on va quand même pas modifier les retraites publiques, alors que quand on rentre dans le public on rentre pour un package, et que ce package on doit l'avoir et qu'on ne va pas le modifier. Mais alors on dit mais quand on rentre dans le privé on rentre pas pour un package. Ah non, c'est très très différent. Donc il y a toute une idée au-delà, qui va très très au-delà de la question de la réforme, qui est qu'on ne peut pas toucher à ces questions de retraite publique, de statut public, d'empilement des strates publiques, etc. Donc là, il y a encore un énorme travail à faire là-dessus, qui d'ailleurs intéresse énormément les Français. Quand on a des débats sur la question publique-privée, sur la question des retraites, etc., notamment dans C'est dans l'air, il y a des milliers et des milliers d'emails qu'envoient les téléspectateurs. Enfin, c'est assez impressionnant. Et notamment Yves Calvi le dit, à chaque fois qu'on aborde cette question publique-privée, c'est vraiment un engouement de ceux qui regardent ces émissions qui est spectaculaire. Donc il y a un intérêt pour ce sujet, il y a un véritable intérêt. Mais il y a une négation de ces questions. Et la révision générale des politiques publiques, je suis un peu désolée de le dire, et je le dis dans le livre, elle n'est pas du tout allée assez loin. En fait, elle a effleuré le sujet dans le premier rapport en disant le vrai problème de la France, c'est la question des périmètres d'intervention publique, de qui fait quoi. Et en réalité, elle est restée
totalement en deçà du sujet, puisqu'on n'a fait que travailler sur la question des dépenses de l'État, alors que les dépenses de l'État, ça représente 369 milliards d'euros sur 1149 milliards. Donc déjà, on a loupé la vraie cible. La vraie cible, c'est de revoir l'ensemble des dépenses publiques. Mais quand on est allé voir à ce moment-là à Bercy, ceux qui travaillaient à la Direction Générale de la Modernisation de l'État, qui maintenant a été transféré dans la modernisation de l'action publique et qui ne dépend plus d'ailleurs de Bercy, on nous a répondu, ah ben non, on ne peut pas toucher aux collectivités locales, on ne peut pas toucher aux hôpitaux, on ne peut pas toucher à tout ça parce que c'est pas l'État. Nous, c'est l'État et les autres, c'est les autres, et puis ils sont autonomes. La sécurité sociale, c'est pareil, c'est pas nous, c'est les organismes paritaires, etc. Donc, à la fin, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas du tout été sur le vrai sujet, qui est qui fait quoi dans ce pays et qui doit assumer quelle mission. Et ça, maintenant, ma certitude, c'est que c'est vraiment la mère des réformes. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas dit à quel échelon je m'occupe de quelle politique publique, on sera toujours dans cette idée que tout le monde peut tout faire, que l'État peut tout faire, intervenir dans tous les secteurs, que la commune peut tout intervenir dans tous les domaines, que l'intercommunalité, le département, la métropole, la région, et alors tout le monde intervient dans tout. Et on arrive à finalement des freins aussi à l'économie, mais aussi des aberrations tout simplement. Je le raconte dans mon livre. Comment est-ce qu'on peut bien faire fonctionner l'éducation, si on reprend cet exemple, quand on a la commune qui s'occupe des murs du primaire, le département qui s'occupe des murs du collège, la région qui s'occupe des murs du lycée, et l'État qui s'occupe de payer les professeurs. Et puis il y a aussi la région qui s'occupe des personnels techniques. Alors on a décentralisé les personnels techniques, mais alors surtout pas les professeurs. Alors que dans tous les pays, notamment en Allemagne, la question éducative, c'est une question qui se gère dans les Länder et dans les communes, mais pas du tout au niveau de l'État fédéral. Au niveau de l'État fédéral allemand, il y a 900 personnes qui travaillent pour la question de l'éducation. Mais nous, on a plus d'1 million de personnes. Donc c'est ingérable. Et alors, quand on dit ça, tout le monde dit « Ah oui, mais non, mais le statut, tu comprends, les professeurs de l'État, ça n'a rien à voir avec un professeur de collectivité locale, c'est beaucoup moins prestigieux. » Le problème, c'est que on est face à une difficulté qui est énorme, c'est qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens de la Cour des comptes, ils étaient formidables pour ça. Ils nous ont dit, l'IFRAP, il faut vraiment que vous fassiez faites des bonnes comparaisons macroéconomiques, mais faites du micro, là, c'est bien, du terrain, allez sur le terrain. Alors, on a dit, bon, d'accord, on va faire du terrain. Nous, on est bêtes, on est allé chercher les budgets des collèges. Alors, on avait choisi 2 collèges, on les avait bien choisis, c'était la même taille, c'était dans les Pays de Loire, c'était au même endroit, ils étaient à moins de 200 mètres d'écart. Enfin bon, il y avait 600 élèves dans chaque, etc. Et quand on a réussi à avoir les budgets, on a eu 2 feuilles A4 pour chaque, le privé comme le public, avec 200 000 euros dessus. Il n'y a pas de budget consolidé pour les établissements scolaires. Donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas comparer la qualité en fonction de ce qui est dépensé. C'est pas possible. Et ceux qui nous ont envoyés sur cette piste, ils le savaient très très bien. Et ils se sont marrés, je pense. Ah oui. Et donc, il y a une difficulté à la base qui est qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les données. On ne peut pas dire qui gère mieux que tel autre. C'est valable pour les écoles, mais c'est valable pour les caisses primaires d'assurance maladie. Je raconte dans mon livre que pour cette étude-là qu'on a publiée en décembre, on a publié une étude qui s'appelle « Dépenses sociales, le surcoût de la Sécu ». On s'était rendu compte que sur le coût de redistribution en fait, de la dépense sociale, c'est les 621 milliards de dépenses sociales annuelles, on avait quand même plus de 30 milliards de coûts de redistribution. Ça fait 1,41 du PIB. Alors que dans la moyenne des pays européens, c'est 0,88 pardon. Donc on a eu vraiment un écart important, ça fait à peu près 6 milliards d'euros d'écart. Et on voulait savoir d'où venaient ces 6 milliards d'euros. Donc on s'est dit, on va comparer les coûts de gestion des caisses primaires d'assurance maladie, le taux d'absentéisme, le nombre de personnel, etc. Alors on a cherché à voir les rapports annuels d'activité des caisses primaires d'assurance maladie. Il y en a 101 en France. Donc déjà on peut se demander pourquoi il y a 101 caisses primaires d'assurance maladie en France.
je pense qu'il y a la plupart d'entre nous n'y vont pas, ou moi ça fait 10 ans que je suis à celle de Paris, je n'ai jamais mis les pieds. Donc à quoi ça sert d'en avoir autant? Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait à peine une dizaine dont on pouvait avoir les rapports annuels. Et dans cette dizaine, c'était évidemment celle qui avait le moins de choses à se reprocher. Alors, on a appelé toutes celles qui n'avaient pas leur rapport en ligne, mais alors on s'est fait incendier en nous disant mais enfin, mais de quel droit est-ce que vous demandez nos rapports d'activité? Alors on dit mais attendez, vous gérez de l'argent public, c'est quand même normal que les citoyens aient accès quand même aux éléments de budget de base et puis au bilan social, ça paraît cohérent. Et une fois que j'avais trouvé une fille un peu sympa à la com, parce qu'en général elle me disait mais comment avez-vous eu mon numéro de téléphone? Elle me disait vous savez vous êtes chargé des relations presse et de la communication, donc peut-être que de temps en temps il y a des gens qui vous téléphonent, enfin j'espère. Et une fois que j'avais trouvé une fille un peu sympa qui m'a dit je vais envoyer à tous mes collègues de toutes les caisses primaires d'assurance maladie votre demande, comme ça ils vous enverront peut-être le PDF du rapport. Et moi j'ai eu un appel dans l'heure de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAMTS, la direction de la communication, en me disant mais qui êtes-vous et qui est votre ministère de tutelle? Pour savoir qui avait autorisé quelqu'un comme moi à aller demander une information aussi confidentielle défense. Donc il faut vous dire que déjà à la base on a un problème, c'est que personne n'a envie qu'on compare. Et vous savez qu'il y a un classement qui est fait par la CNAMTS des caisses primaires d'assurance maladie. Et tous les ans, ce classement n'est pas publié. Il a été publié une fois en 2004 par le Nouvel Observateur, mais je pense que c'était par hasard. Et quand j'ai essayé d'avoir, parce que j'ai été en contact par différents biais avec un directeur de caisse primaire d'assurance maladie, un type assez bien, et alors je lui ai dit, moi, je voudrais des documents. Alors, au bout de 3 semaines, je finis par avoir des documents qui dataient de 2002. Alors, je l'appelle, je lui dis, vous foutez de ma gueule, parce que là, c'est juste pas possible, ça m'intéresse pas vos documents, ça a plus de 10 ans, donc je voudrais le classement des caisses primaires d'assurance maladie. Elle me dit, ah non, parce que ça, il faut que je demande l'autorisation à la Caisse nationale, etc., etc., etc. Donc, c'est cette question de la transparence, de l'ouverture des données publiques qui est fondamentale. Et personne ne le comprend. C'est-à-dire qu'on dit que la plupart de ceux qui travaillent, notamment, qui sont des anciens de Bercy, par exemple, ils me disent Agnès, tu exagères, on a accès à tout. Alors je dis oui, vous qui êtes de la maison, vous avez accès à tout. Mais ceux qui ne sont pas de la maison, qui sont considérés comme nous, même fondation d'utilité publique, même reconnus d'utilité publique depuis 2009, comme finalement des gens qui vont aller chercher un peu trop d'informations et qui au final vont être publiés un peu trop largement, parce que si c'était confidentiel, peut-être ils seraient plus consignants. Eh bien, finalement, voilà, on a un vrai blocage sur ces questions de données publiques. Et je crois que c'est à la base de tout. Parce qu'une fois qu'on peut comparer, qu'on peut évaluer, etc., ensuite, on peut remettre en question aussi l'organisation. Et là, en ce moment, on est en train de travailler, c'est la suite du livre, c'est la question des périmètres, de qui doit faire quoi, à quel échelon. Et c'est pas si simple, parce qu'on se rend compte que tous les échelons interviennent dans tous les sujets. Et au moment du référendum sur la fusion des échelons en Alsace, parce que ça a été quand même un sujet important et un sujet pour moi c'est vrai que le lundi matin, j'étais pas au top ce jour-là, parce que je me suis dit c'est juste pas possible de se dire qu'on a raté un référendum comme ça. Alors c'est clair, c'était pas forcément aussi bien ficelé que ça aurait pu être ficelé, il n'y avait pas le montant des économies que moi j'aurais souhaité qui apparaissent sur 2,7 milliards de dépenses. C'est sûr que dire qu'on va économiser que 30 millions d'euros, bon, c'est pas peut-être à la hauteur des enjeux, mais on avait un projet qui était quand même enthousiasmant, avec un potentiel laboratoire pour justement aller au-delà vers la fusion de pas mal d'échelons. Et on se rend bien compte que tout est bloqué par cette idée que, alors c'est la campagne qu'a fait FO, on allait supprimer 3000 postes de fonctionnaires statutaires, que c'était affreux, etc., etc. Donc, alors même que tous les Français, si vous les interrogez, vont dire
oui, on est d'accord pour réduire le nombre de strates dans le millefeuille, pour réorganiser l'action publique, etc. Eh bien, en réalité, quand ils doivent voter, on arrive à l'effet inverse. Enfin, cela dit, il faut temporiser là-dessus, parce que si vous comptabilisez l'ensemble des votes, la moyenne c'est 57% pour le oui. Mais le problème, c'est qu'il y a un des départements qui a voté, qui n'a pas atteint les 50%. Donc, le résultat, c'est ça qui a fait capoter le projet. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'un gouvernement, à un moment, va avoir le courage de faire cette cartographie des missions publiques? Parce que c'était un peu ce qu'avait tenté de faire le rapport Balladur. Et le rapport Balladur, l'idée, c'était au départ de travailler sur les collectivités locales et de dire on va supprimer un échelon, peut-être. Et au final, on a rajouté un échelon avec la métropole. Donc, le souci, c'est d'arriver à dire, bon maintenant, on arrête de jouer, là, on arrête de dire l'État décentralise alors qu'il ne décentralise pas, et on se dit, voilà, maintenant, par exemple, sur la culture, il y a un seul échelon qui est responsable. Mais il n'y a pas l'État, la région, le département et chacun qui investit. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations comme celle de Marseille, où on a le MUCEM, le Musée des civilisations de la Méditerranée, mais juste à côté, on construit le CEREM. C'est pareil, c'est aussi sur les civilisations de la Méditerranée. Et c'est aussi des millions d'euros de dépenses publiques. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est construit au même moment, dans la même ville, sur le même objet. Quand vous allez sur les deux sites internet, c'est quasiment exactement le copier-coller des mêmes phrases et des mêmes objectifs. Et on le fait quand même. Il n'y a pas que ça. En PACA, il y a 2 comités régionaux du tourisme. En Ile-de-France, on s'est rendu compte qu'il y a 200 personnes qui travaillent au comité régional du tourisme. On n'est pas les seuls. Le Canard enchaîné aussi s'en est rendu compte. Il y a eu pas mal de papiers cet été là-dessus. On s'est rendu compte aussi qu'il y a énormément d'associations qui sont subventionnées sans déclarer leur compte, sans déposer leur compte. Alors que c'est obligatoire. Au journal officiel, on devrait retrouver les comptes de ces associations. Il y a le lieu du design, il y a le centre Hubertine-Auclair, il y a des tas d'associations. D'ailleurs, le centre Hubertine-Auclair, leur objet, c'est l'égalité homme-femme. Et comme on les a listés dans notre étude et que c'est paru dans Le Point et dans pas mal ensuite de journaux, ils m'ont dit que j'étais pas féministe. Mais, non, mais c'est pas ça le sujet. Moi, l'objet de leur association n'est pas, c'est pas ce sujet-là qui m'intéresse. Le sujet, c'est savoir ce qu'ils font avec les centaines de milliers d'euros d'argent public qu'on leur donne tous les ans, et à quoi ça sert, et qui déposent leur compte. Nous, on est une fondation d'utilité publique, on a un commissaire de gouvernement qui siège dans notre conseil d'administration, on a des contrôles potentiels, etc. On trouve ça tout à fait normal. Pourquoi est-ce que eux seraient, alors qu'on a 0 financement public, pourquoi est-ce que des associations entièrement financées par l'argent public pourraient se dédouaner de respecter les lois de la République? Non, il n'y a aucune raison. Donc, il y a finalement, en germe dans tout ça, cette idée qu'il ne faut pas toucher à se laisser aller qu'on a eu depuis 30 ans, qui dit que finalement, si on laisse filer la dépense, c'est pas très grave, en même temps ça permet de consommer, peut-être que ça fera un petit peu de croissance à la marge, etc. etc. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, comme on est arrivé au maximum du du taux de prélèvement obligatoire, et c'est pas dire ça, c'est pas scandaleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, on est plutôt dans une phase de décollecte de l'impôt. C'est-à-dire que tout ce qu'on a voté, notamment dans le PLF 2013, dans la loi de finances de 2013, notamment l'alignement de la taxation du capital sur celle du travail, ça détruit de la richesse. Ça ne crée plus rien, ça détruit. Et on va voir que dans le PLF 2014, ils vont retourner en arrière. Mais c'est pas être devin que de le dire, c'est une certitude, parce que c'est impossible de continuer comme ça. Parce que nous, on est en train d'étudier à la Fondation IFRAP, vous savez, on aime bien regarder les chiffres, comparer avec les années précédentes, etc. On compare mois après mois les recettes fiscales. Et on se rend compte que malgré toutes les augmentations d'impôts qui ont été votées depuis le plan Fillon 1, donc j'englobe les 2 gouvernements successifs là-dedans, eh bien, il y a une stabilité, une espèce de stagnation de la recette mensuelle. Et je pense qu'au mois de mai, on pourra faire un point un peu plus concret par rapport à la vision qu'on peut avoir d'ici la fin de l'année.
mais il est fort possible qu'on n'arrive pas, malgré les augmentations d'impôts qui ont été votées, à boucler sur les recettes. Ça veut dire qu'il va falloir vendre des participations de l'État, baisser encore plus la dépense, etc. etc. Donc on est vraiment au pied du mur là. Il n'y a plus le choix. Et ce qu'on attend de la modernisation de l'action publique, c'est maintenant qu'ils nous disent, voilà, bon, bah, l'État, il va arrêter de s'occuper de l'éducation, de la culture et tout ça, et, là, et du social, parce que, par exemple, l'allocation adulte handicapé, c'est l'État qui le dépense. Et j'ai des sources sûres qui m'expliquent que sur des dossiers sur lesquels les personnes pourraient toucher le RSA, enfin devraient normalement toucher le RSA, on les aiguille vers l'allocation adulte handicapé qui coûte beaucoup plus cher, parce que ça permet de ne pas les faire peser sur le budget du département. Donc le fait qu'il y ait plusieurs financeurs qui interviennent sur des sujets qui sont connexes, eh bien à la fin on arrive à des aberrations budgétaires. L'empilement qu'on a au niveau des responsabilités territoriales, et ce qu'on appelle le millefeuille, on a la même chose au niveau des aides sociales. On a créé un millefeuille d'aides sociales. Nous on suit assez près ce que fait David Cameron sur ce sujet. Et lui, il a mis un maximum, une seule aide, avec un maximum par foyer fiscal. Et là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on ne peut pas identifier, et c'est pareil, c'est une question d'ouverture de la donnée publique et de collecte de la donnée, on ne sait pas quel foyer fiscal touche quoi en aide cumulée. L'idée, c'est pas de dire il ne faut pas aider ceux qui sont dans la difficulté. On sait très bien qu'on continuera toujours à les aider. La question, c'est de dire jusqu'à quel point la société est d'accord pour payer par foyer fiscal. Et à quel moment on ne peut pas se dire que finalement, entre 2 000 € qui sont agrégés de plusieurs aides différentes par mois et un revenu de 2 000 € du travail, est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de rendre imposables ces revenus? Parce que ça permettrait déjà de les identifier. Parce que vous savez qu'il y a des projets depuis des années sur cette question de mutualiser les informations sur quel foyer fiscal touche quelle aide, mais bizarrement c'est au point mort, ça n'avance pas. Hein. Donc, je vais voir Xavier Bertrand, on en parlera parce que lui il a suivi ça de près, mais on ne sait pas pourquoi ça n'avance jamais. Donc au moins on peut faire confiance pour une chose à nos services des impôts, c'est que là ils pourraient nous faire une cartographie vraiment très précise de qui touche quoi, et ça permettrait nous pour les allocations familiales, pour le RSA, pour les aides au logement, pour tout ça, on rend imposable, et c'est le même barème que les autres contribuables, donc ce n'est pas inéquitable, hein, ceux qui toucheront moins de 5 900 et quelques euros d'aide par an, ce qui correspond à quand on touche 0 €, enfin quand on ne paye 0 € d'impôt par an parce qu'on n'est pas imposable, et bien ils ne seront pas imposables comme les autres, ça ne changera rien. Donc, on est, je crois, à la veille d'une grande réflexion qu'on va être obligé de mener, et que, en tout cas, nous, à la Fondation IFRAP, on prépare et qu'on espère, parce qu'il y a un moment où le système est tellement pas contrôlé, tellement sans pilote, tellement avec cet empilement de différentes strates, qu'il nous surcoûte 60 milliards d'euros par an. Et la personne qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus, c'est un des plus grands spécialistes de ces questions à l'OCDE qui m'a dit, mais Agnès, votre problème, c'est pas d'avoir des services publics extraordinaires qui vous coûtent cher parce qu'ils sont formidables, parce que vous en avez plus que les autres, etc. Vous avez des services publics plutôt moyens qui vous coûtent cher parce que le coût de production est beaucoup plus élevé en France. Et là, j'ai regardé tous les chiffres de coût de production des services publics publiés par l'OCDE. Et on est à 27,7% du PIB en coût de production de nos services publics. Tandis que la moyenne des pays européens, j'ai pas pris la moyenne des pays de l'OCDE, parce que les pays de l'OCDE, ils ne sont pas tous développés au même niveau, etc. Mais la moyenne des pays européens, c'est 24,9. C'est cet écart de 60 milliards qu'on retrouve. C'est-à-dire pour des services publics qui sont globalement assez identiques, on peut toujours dire qu'en Allemagne, il n'y a pas d'école maternelle. Bon, d'accord, ok. Mais à part ça, il y a des hôpitaux, il y a des écoles gratuites pour tous, il y a des universités, il y a des réseaux de routiers, il y a des transports publics, il y a des musées, il y a des... Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de services publics en Allemagne. Et pour autant, ils arrivent à avoir un coût de production qui est très très inférieur au nôtre.
Donc c'est ce coût de production sur lequel il faut agir. Et je pense que c'est aussi un sujet d'espoir. Ça veut dire que c'est pas la peine de mettre à bas tous nos services publics et d'imaginer qu'on va tout supprimer, etc. Simplement en réorganisant de façon plus intelligente, en gérant mieux, en ayant aussi une vision plus équitable, par exemple des retraites, parce que dedans, l'alignement public-privé des retraites, forcément, pour moi, c'est aussi un choc de bonne gestion, parce que quand on regarde les chiffres pour les prochaines années, sur les prochains budgets, on voit qu'on dérape quasiment de 2 milliards d'euros par an sur les retraites des personnels de l'État. C'est colossal, le dérapage qu'on va avoir. On était à 42 milliards de dépenses de ce qu'on appelle le casse-pension, et on sera bientôt à 48. Et ça, c'est simplement parce qu'on le sort du périmètre zéro valeur d'évolution de la dépense de l'État. Chaque fois qu'on vous dit qu'on va économiser, chaque fois que le gouvernement a expliqué par exemple qu'ils économisaient 10 milliards d'euros par rapport à 2012, ce qui a d'ailleurs été faux parce qu'ils avaient surévalué les courbes de projection en fait de l'évolution spontanée de la dépense, eh bien c'est hors du coût de la charge de la dette et du coût des pensions. Donc déjà, il faudrait réintégrer le coût des pensions à minima dans la norme zéro valeur, mais en plus, il faudrait prévoir une vraie réforme systémique des retraites avec un système de retraite universel, public-privé aligné. Mais donc là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que on peut toujours afficher des tas de chiffres en disant on va retourner dans les critères de Maastricht, on va être à 3%, etc. La difficulté, c'est que tous les gouvernements nous ont expliqué ça. Ils nous ont tous expliqué toujours qu'ils étaient dans 2 ans, ils étaient à 3%. Ils n'ont jamais réussi. Ils nous ont toujours expliqué qu'ils feraient 2% ou 1% de croissance, mais ils étaient toujours 1% au-dessus de la croissance qu'ils allaient réaliser. Donc là, on était en plein dans la question du pacte de stabilité. La première idée, ce serait d'abord, bien sûr, d'intégrer les retraites, etc., comme j'ai expliqué, mais ensuite, si on n'est pas capable d'évaluer la croissance, peut-être qu'on se dit qu'on est à zéro, puis au moins, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Parce que si on évalue toujours l'évolution budgétaire par rapport à une croissance qui n'arrive pas, ça veut dire qu'à chaque fois, on se retrouve avec potentiellement 10 milliards ou 5 milliards ou 6 milliards ou 15 milliards de plus à trouver au dernier moment. Et donc c'est pour ça qu'après on empile les taxations diverses. Parce que je pense que l'idée de taxer le capital comme le travail, c'est venu aussi sous la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les caisses étaient vides, on ne savait pas comment les remplir, donc on a commencé à avoir ce discours-là pour légitimer l'augmentation de la CSG. Donc on est passé petit à petit à 15,5% sur le capital. Et à partir du moment où la droite a laissé tomber cette idée que pour avoir du travail, il fallait d'abord du capital, et que sans capital, il n'y avait pas de travail, eh bien, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. Enfin, tout le monde, c'est que, voilà, c'est-à-dire que là, on a baissé la vigilance sur cette question. Il n'y a pas eu de pédagogie de fait là-dessus. Enfin, nous, on a essayé d'en faire, mais ça n'a pas été assez relayé. Donc, le problème qu'on a en permanence, c'est que c'est pas forcément que ceux qui sont aux manettes ou nos administrations veulent surtaxer les Français. C'est que comme ils sont incapables de prévoir les éléments budgétaires à l'avance et qu'ils sous-évaluent toujours, ils surévaluent les recettes, ils surévaluent la croissance, ils sous-évaluent les dépenses, eh bien, à un moment, il faut aller vers une taxation supplémentaire. C'est le seul choix. Et le problème de la baisse de la dépense, c'est que ça se décide bien plus à l'avance que l'augmentation d'impôts. Donc c'est une réflexion de fond qu'il faut avoir. Et notamment sur la RGPP, on a bien vu que c'était un des problèmes, c'est que en fait, ils sont allés vers des réformes, mais sans se donner des objectifs à atteindre. C'est-à-dire que s'ils s'étaient dit, je suis à 117 milliards de dépenses de personnel pour l'État en 2007, et en 2012, je veux être à 112 ou à 113 ou à 114, il y aurait eu un objectif. Là, il n'y a jamais eu d'objectif chiffré. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est de dire, bon voilà, maintenant,
On dit, par exemple, l'objectif c'est 2020, et en 2020, on dépense globalement 60 milliards de moins sur l'ensemble de la dépense publique. Et ces 60 milliards, ils ne sont pas si difficiles à trouver parce que ça représente 18,5 milliards sur les dépenses de l'État, 29,9 sur les dépenses sociales et 11,6 sur les dépenses des collectivités locales. C'est 5% à chaque fois de l'ensemble de la dépense de chacun de ces acteurs publics majeurs. Mais ça demande qu'à la fois les élus soient déterminés à aller vers une baisse de la dépense. Ça demande aussi que les syndicats soient prêts, mais aussi que l'administration soit prête. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire, à obtenir de la part de ces trois-là qui sont quand même ceux qui peuvent être des vecteurs à un moment du changement. Pourquoi ? Parce que finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, ces trois que j'ai cités, ils sont plutôt dans l'idée d'attendre que la croissance revienne toute seule. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'ils se disent toujours, dans une espèce de pensée un peu magique, la croissance va revenir et on n'aura pas besoin de le faire, les efforts. Et parce que personne n'a envie de les faire, les efforts. Parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on dit qu'il n'y a plus qu'un seul échelon qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe de la culture, etc., ça veut dire que dans mon livre, j'explique qu'il faut supprimer aussi 700 000 postes publics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut identifier les services publics dans lesquels on a besoin de personnel et ceux où on n'a plus besoin de personnel. Ça veut dire qu'il ne faut plus embaucher pendant plusieurs années. Ça veut dire qu'il faut de la mobilité. Ça veut dire que tout le système de corps avec parfois dans une même administration 70 corps différents à gérer, etc., doit être mis en question. Ça veut dire que quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État doit pouvoir devenir très facilement fonctionnaire territorial. Ça veut dire que les fonctionnaires des impôts, qu'on a en trop aujourd'hui, c'est une certitude, on pourrait en supprimer 10 ou 20 000 sans problème, eh bien, il faut qu'ils puissent aller travailler ailleurs. Peut-être être greffier, peut-être aller travailler dans des crèches, etc. Donc ça veut dire revoir totalement finalement la gestion des ressources humaines sur l'ensemble du territoire. C'est un énorme travail. Et aujourd'hui, on ne raisonne qu'en statut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette idée du pécule de départ qui avait été mise en place sous le précédent gouvernement. C'était l'idée de payer 2 ans de rémunération pour sortir du statut et aller faire autre chose. Ça n'a pas du tout été appliqué, à part dans la défense. Dans la défense, ça a bien marché parce qu'ils l'ont modélisé en fonction du nombre d'années, etc. Et donc, ceux qui partaient, qui étaient très loin de la retraite, ils avaient plus que 2 ans. Mais sur l'ensemble de la fonction publique, ça a très mal marché. Donc, on a beaucoup de mal à faire sortir les personnes. À cause du statut, à cause du fait que c'est pas du tout dans la logique de nos administrations publiques. Et là, on a un problème, c'est que ni la gauche ni la droite ne sont vraiment prêts à marquer cette évolution et à embaucher si jamais à un moment il fallait réembaucher, parce que finalement il faut agir sur le stock, hein, mais si à un moment il y avait du flux, il faudrait vraiment embaucher sous des contrats de droit privé, sauf pour les fonctions régaliennes. Mais là, la difficulté, c'est toute cette construction de l'après-guerre, en fait, qui date vraiment du Conseil national de la résistance, de ce statut qui a été rédigé par Torres, de cette vision finalement aussi un peu gaulienne de la France, où tout ce qui est public est finalement très bien et très important, et c'est ça l'État souverain, etc. Eh bien, c'est tout ça qu'il faut remettre en question. Et parfois on se dit, mais pourquoi est-ce que la France est la seule à avoir semble être celle qui a le pays qui a le plus de difficultés à mener ses réformes. Et je crois que Didier Migaud l'a très bien expliqué. Au moment où il a présenté son rapport de la Cour des comptes de cette année, il y avait un journaliste du Monde qui lui demande, mais enfin pourquoi est-ce que c'est tellement difficile ? Et ils n'ont pas demandé de baisser, hein, ils ont dit de freiner la dépense publique dans notre pays. Alors Didier Migaud a répondu, parce qu'il y a une somme d'intérêt particulier qui a pris le pas sur l'intérêt général. Et le problème, on le retrouve à tous les étages. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, que si on voulait fusionner des caisses primaires d'assurance maladie, les premiers à s'opposer à ça, c'est l'IUMM.
parce qu'ils ont des personnes qui siègent au conseil d'administration et qu'il y a 64 millions d'euros de remboursement de déplacement, de frais de bouche, etc., qui sont comptés dans le rapport Perruchot. Et ces 64 millions d'euros, c'est ça qui fait un surcoût au final de 6 milliards d'euros, parce que oui, c'est paritaire, alors on ne peut pas les fusionner, vous comprenez, on ne peut pas fusionner l'Agirc, l'ARCO et la CNAV, et puis les retraites complémentaires, parce que y en a plusieurs, mais finalement elles apportent le même service, donc soit elles sont concurrentes et elles apportent un service différent, et on peut les choisir, parce que vous savez tous que ce soit une fondation, une association, une entreprise, c'est pas nous qui choisissons notre retraite, notre système notre gestionnaire de retraite complémentaire. Et bien là, on voit qu'on se heurte au problème très très français que chacun est content d'avoir un poste de président, de siéger au conseil d'administration de la CAF, de la CPAM, de je sais quel autre organisme, et au final, tout ça pour des choses ils n'ont pas de salaire pour ça, c'est juste des remboursements de frais. Mais ça fait partie des choses qu'on a du mal à faire bouger juste pour ça. Et donc, là, je pense que, j'en ai souvent parlé avec ceux qui sont notamment au MEDEF, il y a aussi une responsabilité de tous les syndicats, y compris les syndicats du patronat, pour faire bouger ça. Parce que qui connaît mieux qu'eux, en tant que gestionnaire des organisations paritaires, le fonctionnement de toutes ces instances qui sont très compliquées à comprendre, notamment quand on se penche sur la question de la formation professionnelle, c'est un labyrinthe insondable, on ne comprend absolument pas où passe l'argent, à quoi ça sert, si vraiment c'est efficace, très difficile à évaluer, etc. Et tout le monde s'en plaint d'ailleurs, aussi bien la droite que la gauche. Donc, je crois qu'il y a deux choses vraiment fondamentales à faire, et je vais finir là-dessus. C'est que la première, c'est évidemment évaluer. Et donc, chacun d'entre nous, à son modeste niveau, doit pouvoir pousser pour cette ouverture de la donnée publique, quelle qu'elle soit, la donnée de sa commune, de tous les organismes publics qu'on peut avoir sur son chemin, c'est fondamental. Même si c'est pas vous ou la Fondation IFRAP ou n'importe quel think tank ou mouvement qui va retraiter la donnée, il faut qu'elle soit accessible. Et en brut, pas qu'elle soit retraitée, parce que certains politiques m'ont expliqué, ah là Agnès, oui, je fais de l'open data, mais franchement, ils étaient fous dans ma commune, ils voulaient mettre tout en ligne. Alors, je dis, mais si, c'est ça qu'il faut faire. Ah, moi, j'ai tout retraité. Hein. Donc voilà, donc ça, il faut bien pas lâcher là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut avoir le plus de données possible pour pouvoir évaluer nos politiques publiques, faire des comparaisons, et ensuite lancer cette idée que maintenant, ça va être... c'est pas vraiment la décentralisation, c'est une sorte de redistribution des rôles, en s'inspirant aussi de ce qui se fait dans les autres pays européens. Parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment champion chez nous, parce qu'on a 22 régions, on pourrait sûrement fonctionner avec 15. On a 36 000 et quelques communes, on a 40% de l'ensemble des communes de l'Union européenne. Et la moyenne des pays de l'Union, c'est 5 000 habitants, 5 500 habitants par commune. Nous, on en a 1 800 en moyenne. Donc, moi, dans mon livre, je propose de fusionner toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Mais quand je dis ça, les gens sont outrés. Absolument outrés. Ils trouvent ça scandaleux. Et ils disent, au contraire, c'est dans les petites communes qu'on fait des économies parce que ça coûte rien, etc. Mais moi, je pense que si on mutualisait vraiment les services de toutes ces petites communes, on pourrait économiser beaucoup, notamment au niveau des personnels. Parce que la plus grosse part de la dépense locale, elle est ni dans les régions, ni dans les départements. Elle est dans les communes, c'est les intercommunalités. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en a conscience. Et le nombre de personnel, le nombre le plus important, il est ni dans les départements, ni dans les régions. Il est dans les communes. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et quand on a fait les intercommunalités, on n'a pas du tout baissé le nombre de personnel dans les communes. On a continué à l'augmenter et on a embauché énormément dans les intercos. Et d'ailleurs, il y a plein de rapports de la Cour des comptes que je cite dans mon livre qui expliquent qu'ils interviewent les personnes qui s'occupent des communes en question
et qui disent « Ah ben non, mais l'intercommunalité, on l'a pas mise en place pour mutualiser vraiment les missions, hein, et puis il faut bien qu'on surveille ce qui se passe dans l'intercommunalité depuis la commune, et depuis l'intercommunalité, ce qui se passe dans la commune. » Donc, on arrive à cette espèce de situation permanente où chaque fois qu'on lance une réforme, soi-disant pour économiser, l'intercommunalité, c'était cette idée de mutualiser, au final, ça mutualise rien du tout. Et ça coûte plus cher. Donc, je pense aussi que l'Union européenne a un rôle à jouer, parce qu'on a sorti toute une étude sur les fonds structurels européens, les fonds de cohésion. On s'est rendu compte qu'on finance n'importe quoi avec ces fonds de cohésion. Et alors, c'est plus de la com pour l'Union européenne, pour dire, ah ben voilà, l'Union européenne a financé ceci à côté de chez vous, braves gens, voyez comme je suis gentille, plutôt que de se dire, voilà, aujourd'hui on demande aux pays de l'Union d'équilibrer leurs comptes, de faire des économies de gestion, de se lancer justement dans la fusion des échelons, etc. Les fonds structurels, ils devraient être utilisés à encourager ces efforts-là, plutôt qu'à aller financer la grenouille, je sais pas quoi, au fin fond de tel parc, enfin on a listé tout ça, ou les 152 € de recherche marketing pour un autre parc en France, mais on se dit à quoi ça sert de mettre de l'argent au niveau de l'Union et de faire redescendre à coût de 152 €. Donc là aussi, il y a une question de cohérence au niveau européen, et quand on parle de ça à ceux qui connaissent bien le système européen, ils disent mais tu comprends pas, parce qu'à la Commission, c'est pas les mêmes qui s'occupent des questions d'équilibre budgétaire, et ceux qui donc ça c'est à la Commission, et puis ailleurs, il y a ceux qui s'occupent des fonds de cohésion, et c'est pas du tout les mêmes. Ils sont pas du tout d'accord en fait sur la façon de gérer finalement le système public. Donc là-dessus aussi, on a un vrai hiatus entre ce qui devrait être fait avec ces fonds européens et ce qui est réellement fait sur le terrain, et qui encourage à la dépense finalement, parce qu'à partir du moment où vous avez réussi à avoir des fonds européens pour un projet, évidemment vous rameutez le conseil général, le conseil régional, la commune, ceci, et puis vous ficelez un plan de dépenses. Donc cette question des financements croisés doit être vraiment parmi les questions les plus importantes. Je pense qu'on est vraiment champion de ces financements croisés et de cette inflation de la dépense qui est liée à ce que finalement, à la fin, personne n'est vraiment responsable, puisque chacun a mis un petit bout du budget. Et c'est ce qu'ils expliquaient très bien en Alsace. Ils font une réunion au département du Bas-Rhin, une réunion au département du Haut-Rhin, pour une subvention culturelle, même 10 000 €. Et puis ensuite, ils font une réunion à la région pour cadrer toutes les réunions qui ont été faites pour donner la subvention culturelle. Et c'est comme ça pour tout. Donc voilà le message que je voulais vous donner, c'est que finalement, on n'est pas du tout allé au bout des économies qu'on pouvait faire sur les dépenses publiques. On ne les a même pas commencées. On n'a jamais baissé la dépense publique globale dans ce pays, c'est pas vrai. Et même quand le gouvernement dit qu'on va économiser 1,5 milliard l'année prochaine, au final, on ne baissera pas la dépense publique globale. Et ce qui est important pour nous, Français, mais aussi acteurs de la recherche sur les politiques publiques, c'est que la dépense globale, elle finisse par baisser et non pas augmenter en dépit du fait qu'on aligne en permanence dans les médias les milliards et les milliards d'économies qui seraient soi-disant réalisées. Donc ça, c'est aussi un travail de surveillance, de vigilance. Et je peux vous dire que quand on a sorti notre étude là, que j'ai pas sous les yeux là, sur le budget 2013-2017, en disant qu'il n'y avait pas 10 milliards d'euros d'économies, qu'il y avait à peine 5 milliards, ça leur a pas fait plaisir au budget. Ils l'ont tout de suite demandé l'étude. Hein. Et elle s'était sortie dans les Échos. Une heure après, j'avais un coup de fil de la directrice de la com du ministère du Budget qui voulait absolument l'étude pour savoir ce qu'on avait mis dedans. Donc, il y a quand même le fait qu'il y ait de la vigilance sur ces questions. Ils s'en rendent compte, et quand on fait la page 2 en entier des Échos sur les chiffres du gouvernement remis en question sur les économies, quand même ça leur fait quelque chose. Donc il faut continuer sur cette vigilance active et avoir, je pense, un temps d'avance sur la réflexion,
Parce qu'on ne peut pas reprocher aux autres de ne pas donner des solutions si on n'est pas capable de ficeler soi-même les vraies solutions. Et je peux vous dire que quand on se penche vraiment sur les politiques publiques, échelon par échelon, c'est plus difficile que ce qu'on croit de vraiment arriver à ficeler un projet vraiment très clair. Et nous, on a besoin, et c'est ça aussi qui est très encourageant pour notre action, on a besoin de personnes qui connaissent très très bien de l'intérieur les sujets. Et tous les jours en ce moment, j'ai des appels de recteurs d'académie, de gens de la Cour des comptes. Là, j'avais encore un militaire là, qui m'appelait. Enfin, tout le temps, de nouvelles personnes qui sont à l'intérieur du système public et qui veulent nous aider. Et ça, c'est un grand sujet d'espoir. Exposé. Alors, je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant parce que vous allez comprendre pourquoi. Agnès a reçu le prix de la personnalité Think Tank 2010 de l'Observatoire des Think Tanks. Et on juge mieux le talent et le travail qu'il y a derrière. C'est vrai que dans l'analyse défendue, on n'est pas dans le politiquement incorrect. Les mesures butent sur des mentalités, des fromages. À l'époque d'un président qui porte son nom, mais avant lui, les régimes de droite qui ont précédé ont quand même leur part de responsabilité à t'entendre. Et je crois qu'on en est tous conscients. C'est très dur au niveau politique, parce que je peux vous dire que même au niveau citoyen, vous allez dans un conseil de quartier, vous allez dans une mairie, et vous commencez à décortiquer les chiffres, et ensuite à exprimer votre volonté de bloquer la dépense. C'est-à-dire, écoutez, vous avez vu, les impôts locaux ont doublé en 10 ans, la dette a beaucoup grossi, on est à 3 000. Alors, il y a une liste des villes et leur endettement moyen, mais vous pourrez vous plaindre sur le niveau d'endettement, l'impôt qui a explosé, donc la menace pour votre pouvoir d'achat, votre avenir, si vous êtes propriétaire, la valeur de votre bien, personne ne vous entend. Et donc, au niveau tout en bas de la contestation de la manière dont c'est dépensé, de l'opacité des procédures et de tous ces fromages qui se soutiennent les uns les autres, vous seul, c'est très difficile d'aller vous battre contre une opinion qui est assez moutonnière. Dans une mairie, on fait confiance au maire, on fait confiance à son équipe, et tout le monde a tendance à fermer les yeux. Il est important pour nous, Parti libéral-démocrate, sur l'aspect terrain, de développer une stratégie d'attaque collective, organisée, de contestation de cette dépense, et de rectification, d'amélioration, de redressement. C'est très dur. Je peux vous dire que moi, dans mon petit arrondissement parisien, je me sens vraiment isolé quand je suis en but à pas une opposition, je suis l'opposition tout seul. Et si vous êtes dans une opposition stérile et absolue, vous n'êtes plus écouté. Donc pour être écouté, vous êtes obligé d'être un peu dans la tendance générale, et donc de soutenir certaines dépenses, et de dire oui, effectivement, les pots de fleurs, là... Donc cette stratégie-là, c'est le rôle d'un parti d'apprendre à ces fédérations, Paris en études, mais on en a une trentaine aujourd'hui en France qui tournent, d'apprendre à d'abord comprendre les sujets, parce que c'est quand même très technique, donc de se plonger dans les travaux, dans les ouvrages, les revues, de maîtriser les sujets, de les appliquer en local, parce que les budgets locaux sont tous différents les uns des autres, et puis ensuite de développer une stratégie pour prendre le dessus vis-à-vis d'une opinion qui pour l'instant cherche des repères. Deuxième chose, au sein des partis, l'UMP comme l'UDI, que je connais moins bien le PS et un peu moins le Front de gauche, dans ces partis, il n'y a pas d'idée. Que ce soit à part, je mets quelques exceptions, Jean Arthuis d'un côté, je ne veux pas dire que Copé ou des gens comme ça n'ont pas une culture économique, ou en tout cas des réformes à faire, mais la très très grande majorité des députés et des sénateurs n'ont pas une grande culture de tout ça. Ils sentent que ça va péter un jour, ils comprennent des rouages à peu près, ils savent qu'ils ont beau donner beaucoup de fromage. Philippe Marigny, qui est quand même quelqu'un qui a une belle envergure, il a ses 2 millions de réserves parlementaires qu'il dépense, et une partie pour le Hara, dans lequel sa femme est présidente d'association, toute la vice-présidente, enfin. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans son discours, donc tout le monde se tient par la barbichette dans ce système. Et pour un parti comme le nôtre, au sein de l'UDI, ou même avec nos partenaires de l'UMP, parce qu'on en connaît quand même un certain nombre, arriver à faire entendre une voix dissonante, ça nécessite de préparer le discours. D'être non pas dans l'opposition stérile en disant arrêtez tout là, c'est fini, c'est foutu, on va tout couper, et on va supprimer les ministères un par un. Il faut arriver dans une approche de séduction, de rentrer dans un peu l'opinion générale. Quand on s'appelle Jean Arthuis dans un comité où il n'y a que des pontes, c'est facile, moi c'est plus difficile. Par contre, il y a parfois une oreille qui se dresse, et puis on sent qu'on arrive à en séduire un, et puis deux, et c'est eux qui sont ensuite les diffuseurs de l'idée, parce qu'ils apprennent à leur compte, c'est naturel, et c'est le but. Donc il y a un vrai travail politique de terrain, au niveau des partis, au niveau des électeurs, au niveau des villes, au niveau des cantons en 2014, 2015, et au niveau des régions, pour arriver à diffuser des idées intelligemment, sans passer pour des tarés absolus.
Et si on passe pour un tari absolu, on n'a plus aucune efficacité dans le discours. Une dernière anecdote avant de donner la parole à la salle. J'étais samedi à Nantes pour voir notre belle fédération de Loire-Atlantique, avec Vincent Bénard notamment, pas à la tête parce qu'il est plutôt dans les projets de réflexion, mais quelqu'un de très productif. Et je recommande à ceux qui ne le connaissent pas d'aller découvrir son blog objectifliberté.fr. On avait la CGPME, le président de la CGPME était en opposition sur tout. D'abord, il disait, nous, la région et le département dépensent, on veut être partie prenante de la dépense. À commencer par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ils sont très très chauds pour cette dépense publique. Ils sont très chauds pour les dépenses publiques en général, et eux, ils défendent le fromage, parce que à la fin, les PME reçoivent certaines parties des dépenses collectées par la région ou par le département. Ils sont contre les ETI. Alors c'est un détail que je vois sous les yeux là, mais les PME qui grandissent et qui sortent de leur périmètre, pour eux c'est terrible. Parce qu'une entreprise de taille intermédiaire qui n'est plus une PME, qui est une grosse PME, qui va commencer à investir, à faire de la recherche, à exporter, d'abord c'est plus leur syndicat qui les représente, et puis ensuite c'est des entreprises qui vont être indépendantes et qui vont avoir une autre vision. Donc pour eux c'est une menace. Quand il y a la crise, une ETI, une grande entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, va licencier beaucoup plus qu'une PME, vous vous rendez compte, mon pauvre monsieur. Donc même la CGPME, qui est en guerre contre le MEDEF, parce que le MEDEF c'est des grands, ne veut pas de réforme dans certains domaines parce que ces réformes vont porter atteinte à leur périmètre. Je ne parle pas des chambres de commerce qui pour eux sont l'Olympe, et qui, quand on entend les PME, sont plutôt le cauchemar. Mais, donc voilà, c'est très compliqué, et ça nécessite non seulement d'avoir cette réflexion, ce travail de fond qui, année après année, s'étoffe, et quand on voit les sociétés civiles, il y a 10 ans, enfin il y a 8 ans, quand j'ai commencé à les lire, et aujourd'hui, on voit l'acharnement, le travail, le fond qu'il y a aujourd'hui, c'est absolument étonnant. Mais il faut aussi, sur le terrain, encore une fois, si vous voulez vous engager dans l'action militante, politique, etc., au-delà de la pression générale sur l'opinion publique, par des mails et par des lettres, l'action de terrain, ça demande une organisation, ça demande une stratégie, ça demande une communication. Un peu de provocation, mais pas trop. C'est vrai que là, on parle vraiment de réformer l'État tel qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer un ministère, privatiser des secteurs entiers. On est vraiment sur la bonne gestion. On parle de 60 milliards. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin à faire. Les mentalités ne sont pas si bloquées que ça quand on les prend d'une manière à droite. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se lâcher et cogner sur le fonctionnaire et sur ce système débile qui nous pollue la vie, même quand on est soi-même fonctionnaire. Finalement, c'est vite contre-productif. Donc il faut réfléchir à comment on peut orienter les gens, les publics dans la rue, la ménagère de moins de 50 ans, de plus de 50 ans, le commerçant, la CGPME, tout le monde est concerné. Il y a un vrai travail. En tout cas, je donne la parole à la salle. Si vous avez des questions, allez-y. On a du temps devant nous et je crois que ça va être animé. Sylvain. Je vous remercie beaucoup pour vos travaux, je suis un grand admirateur, et puis c'est une friandise chaque mois de recevoir pour moi la société civile. Voilà. Bon, ça c'est pour préparer quelque chose de moins sympa peut-être. Au bureau, laissez le traîner au bureau. Lisez au bureau, les collègues, c'est quoi voilà. Les trucs. Oui, je le diffuse. Bien, j'aimerais donner proposer deux repères historiques par rapport à ces 60 milliards. Avant le XIVe siècle, je remonte très loin, il n'y avait pas de prélèvement obligatoire permanent de la part du roi. Les prélèvements obligatoires étaient soumis à la convocation préalable des États généraux, et puis il y avait ce prélèvement qui était provisoire. Je vais remonter un petit peu plus court, le deuxième repère un petit peu plus proche, le deuxième repère historique, c'est au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, quand on regarde les annales du ministère des Finances, que j'ai regardé, on est à un niveau de dépenses publiques qui est de, à la louche, 20%. Aujourd'hui, on a 56%. Un petit peu plus. Et ce que vous nous dites par rapport à ces 60 milliards, c'est que finalement, on va passer, en proposant la réduction de ces 60 milliards, de 56 à 53%. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas, si je puis dire, en économie de marché, on reste en économie mixte, à dominante, collectiviste. On n'est pas encore retourné dans une économie de marché. Et pourquoi je me place dans cette perspective historique? Parce que il y a eu une civilisation avant l'impôt permanent, et c'était la civilisation qui était florissante intellectuellement, de la scolastique, de la cabale chrétienne, de la cabale juive. Il y avait une vie intellectuelle formidable, c'était, disons, la lumière du monde, si on peut dire, la France à cette époque-là, et c'était le temps des cathédrales. On n'a pas bâti que des horreurs à cette période-là. Je ne souhaite pas qu'on retourne au Moyen-Âge, l'histoire des siècles, et ainsi de suite. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi des civilisations qui peuvent exister
Or, l'économie de marché, l'économie mixte à dominante collectiviste que vous nous proposez. C'était là la provocation très sympa. Non, mais j'accepte cette critique, hein, j'en suis tout à fait consciente. D'abord, parce que dans ce livre, je voulais expliquer, d'abord, je ne me suis pas attaquée à la question de supprimer des services publics, mais à la question de gérer moins cher, produire moins cher les mêmes services publics. Ensuite, il faudrait faire un autre livre pour dire quels services publics on propose de supprimer et combien ça permettrait d'économiser en plus. Moi, mon livre, c'est le livre qui dit, voilà, les coûts de production sont trop élevés, on peut les baisser. Mais c'est à qualité de service public au moins égale, voire supérieure, et à nombre de services publics identiques. Voilà. Et je pense que c'était important de le prendre sous cet angle-là pour montrer qu'on n'est pas dans le discours type on va supprimer la sécurité sociale et ça va coûter 600 milliards d'euros de moins par an, mais on vous fait surpayer des services publics que vous pourriez payer moins cher et vous auriez plus à la fin du mois, à condition évidemment d'arriver à rééquilibrer le budget et à baisser à terme les impôts. Donc voilà. Ensuite, je comprends tout à fait votre idée que peut-être on pourrait revenir à moins que 53% de dépenses publiques par rapport au PIB. Bien sûr. Je le souhaite d'ailleurs. Enfin, objectivement, personne ne peut souhaiter le contraire. Mais moi, j'ai voulu aussi prendre au mot François Hollande dans sa conférence de presse du 13 novembre 2012, parce qu'il a très bien dit qu'on ne vivait pas mieux avec 57% du PIB en dépenses publiques qu'avec 52%. Et ce qui est assez incroyable dans ce discours-là, moi je l'ai suivi en direct sur mon ordinateur, sur internet, donc forcément j'ai bien eu toute l'entièreté du discours et j'ai tout noté. Et puis ensuite, j'ai attendu qu'ils mettent la transcription du discours sur internet. Et j'ai attendu 3 semaines, parce que j'avais jamais attendu pour récupérer un discours de président de la République, et pourtant ça fait longtemps qu'on récupère quasiment tous les discours importants de tous les présidents qu'on a eus. Et ils ont supprimé tout le passage sur ce sujet. Vous le verrez en page 230 de mon livre, j'ai mis en annexe. On a retranscrit tout le passage qui n'a pas été retranscrit dans la version écrite du discours. Et c'est quand même assez incroyable qu'un président de la République soit censuré par ses services. Parce que je pense pas que ce soit François Hollande qui ait dit écoutez, là, ce passage-là, faut vraiment pas le retranscrire parce que c'est trop... Là, je suis allée trop loin, là. Donc, en clair, on est sur une certitude que chacun d'entre nous a, que déjà 52% du PIB en dépenses publiques, ça suffirait amplement. Eh bien, à l'intérieur de l'Élysée, visiblement, il y a eu 3 semaines de débat pour savoir si on mettait ou pas ce passage-là. Bon, j'ai encore revérifié il n'y a pas longtemps, il est toujours pas en ligne. Alors que je l'ai écrit dans le livre, que je l'ai dit dans plusieurs médias, etc. Donc, ça veut dire aussi que même un président qui a une bonne intuition, je ne dis pas qu'il sait ce qu'il faut faire, je dis qu'il à ce moment-là, quand il parle, je me dis, incroyable, tout d'un coup, il dit quelque chose qui va dans le sens du livre que je suis en train de préparer, etc. Et en réalité, clac, ça disparaît. Donc, ça veut dire aussi que même si on pense que déjà 52 c'est trop, pour y revenir, il va déjà y avoir énormément de travail. Je vais juste compléter. On a aujourd'hui un débat entre la gauche qui se prétend moderne et la gauche dure. Il y a une tribune dans Le Monde ce soir, je crois, qui prétend qu'il faut garder la rigueur. Bon, la rigueur, on l'attend toujours, parce qu'on est à 4,7, 4,5, on prévoit 4,5 et on est plutôt à 4,8. Donc on est très très loin de 3%, qui est déjà un déficit en soi. La BPI, prenons l'exemple de la BPI, qui est une banque, nous avons communiqué dessus, qui nous semble une fumisterie supplémentaire, sans vision, sans projet, qui va permettre de planquer dans les régions et de refaire les Landesbank à la française, en tout cas des projets régionaux politisés qui vont aboutir sans doute à des désastres. Liège et Air, il y a une compagnie d'aviation qui a plongé par des promesses non tenues. On voit bien qu'on est tenu par des promesses qui vont dépendre de gens comme Royal ou Luchon.
cette BPI, le directeur, qui pourtant est un techno plutôt réputé, propose de dépenser 2 millions pour refaire des locaux, alors que Oseo et tous les organismes ont déjà des locaux magnifiques. Il veut dépenser 2 millions pour les locaux et 7 millions en communication. Premier acte du directeur de la BPI. Donc c'est 9 millions d'euros, pour lui 9 millions d'euros. C'est un détail, c'est une goutte. Et c'est là qu'on voit la folie meurtrière, enfin pour le pays, pour l'économie, pour l'emploi, de cette population qui est comme d'un très bon niveau, parce que du coup c'est quand même, on est assez haut. Je ne veux pas citer le responsable de la Bird, qui à la naissance de la Bird a collecté de différents pays un budget assez phénoménal, c'était en centaines de millions de francs à l'époque, de francs ou d'euros, c'était des francs, et qui a tout dépensé dans le bâtiment à Londres, avec des marbres rares, et tout d'un coup les pays se posent la question, alors je ne veux pas le citer, mais quand Attali a montré la facture, l'Europe entière, il a été viré tout de suite. Voilà, c'était un Français qui prenait la gestion d'un organisme européen, et cet organisme, tout le budget collecté pour l'aide au développement est parti dans les marbres pour le bâtiment. Donc cette culture française, de l'élite française, ça va être au-delà des fonctionnaires moyens qui eux sont dans les cases, ça va être un combat de longue haleine en termes de mentalité. Peut-être que la crise financière qui nous pend au nez pour accélérer les choses, mais pour l'instant la dette française se vend très bien, on a les taux de 10 ans à 1,80, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui, mais ça peut venir très vite. Bernard Cohn de l'association Jeunes Biennois. Si j'ai bien compris, votre message, c'est qu'il faut réformer l'État. Pas que l'État. Pas que l'État. Pensez-vous que ce soit possible dans le cadre de la Constitution actuelle? Je ne vois pas en quoi ce serait rendu impossible par la Constitution actuelle. À un moment, quand j'ai écrit la première version du livre, on était en plein dans le débat sur les 75%. Et on avait des débats avec des amis américains, etc., qui disaient « Mais enfin, est-ce que vous avez une constitution ?» Est-ce qu'on a une constitution? Et c'était assez marrant parce qu'ils disaient « Mais normalement, quand tu as une constitution, c'est pas possible d'être taxé autant. » Et je trouvais ça marrant parce que ensuite, finalement, c'était quoi? C'était le 29 décembre 2012. On s'est rendu compte qu'on avait un semblant de constitution et que c'est vrai qu'au-dessus de 70% de taxation totale, tout cumulé, bon, ça commençait à faire tiquer le Conseil constitutionnel. C'est vrai que ce serait mieux qu'il tique des 50%. Bon. Mais bon, il y a quand même une constitution. Est-ce que la constitution peut nous empêcher de réformer? Moi, je crois pas. Parce que par exemple, j'en parle dans le livre, la question des services publics et du fait qu'ils doivent être absolument monopolistiques et avec uniquement des personnels sous statut. Tous les travaux sur les questions, sur notamment l'aspect constitutionnel des choses, disent très bien que c'est le service qui est public. Mais la gestion du service peut être aussi bien privée que publique. Donc notre constitution, par exemple, j'ai tout un chapitre sur la question des délégations de services publics, de comment contracter ces délégations de services publics, comment faire en sorte d'avoir des clauses de revoyure pour bien négocier le coût de ces services, etc. Il n'y a rien qui nous interdit en France de rendre privée la gestion de la plupart de nos services publics. Admettons par exemple qu'on dise demain n'importe qui peut créer une école et on lui donne un forfait par élève. Il n'y a rien dans la Constitution qui interdit ça. Absolument rien. Donc, je pense que tous ceux qui disent, à un moment ou à un autre, on en a croisé beaucoup à la Fondation IFRAP, qui vont dire ce que vous proposez n'est pas constitutionnel, la plupart du temps, ça s'est révélé faux. Notamment, on avait proposé que les parlementaires qui sont chargés pour la Commission des Finances, qu'on appelle les rapporteurs spéciaux de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale et au Sénat, puissent aller se faire aider dans leur contrôle sur pièce et sur place. On nous a dit que ce n'est pas constitutionnel. Mais ensuite, finalement, on a considéré qu'il n'y avait pas de problème de constitutionnalité. Donc, à chaque fois qu'on nous a dit c'est pas constitutionnel, c'était pour gagner du temps et pour dire non, vos idées sont inapplicables dans notre pays, etc., etc. On l'a entendu aussi sur les idées de mettre l'ISF dans les entreprises. C'était pas possible, culturellement ça passerait pas, ça passerait jamais, etc. Et puis il y a eu la mesure ISF-TEPA
qui vient directement des propositions de l'IFRAP et qui n'a pas été touché par la gauche. Donc, moi je crois que cette idée de la Constitution peut nous empêcher de réformer, je ne pense pas que ce soit le vrai problème. En revanche, c'est vrai que sur certains sujets, sur le droit de grève, sur la protection des salariés, etc., il y a des moments où il y a des questions constitutionnelles qui peuvent se poser. Mais sur la réforme de l'État, il y a la question de l'autonomie des collectivités locales, qui est quand même la question aussi qu'on nous met sous le nez à chaque fois qu'on dit qu'il faut revoir les périmètres d'action des différentes strates des collectivités locales. Cette question de l'autonomie, en fait. Bon, là, je pense que si l'ensemble des dirigeants, des élus des collectivités locales et l'État et ceux qui s'occupent et aussi des dépenses sociales se mettaient autour de la table pour revoir les différents périmètres d'intervention, on pourrait très bien arriver à aboutir à un projet qui soit considéré comme constitutionnel. Donc le problème, c'est de savoir si à un moment il y a un certain consensus pour dire voilà comment on réforme. Et j'en ai souvent parlé avec des hauts fonctionnaires et d'anciens hauts fonctionnaires, et notamment avec des gens comme Nicolas Bazir qui me disaient mais le problème de la France, c'est pas que les Français sont contre les réformes, c'est qu'au niveau politique, au niveau syndical, au niveau de la haute administration, il n'y a pas de consensus pour imaginer, pour penser la réforme. Je pense pas que ce soit une question de texte et de blocage constitutionnel. Je pense que c'est un problème de consensus. Et tout à l'heure, tu parlais du Front de gauche. Là, j'étais tout à l'heure à France Info avec Martine Billard en débat sur la question de l'amnistie sociale. C'est ma députée. Voilà, bravo. Et donc, voilà, on voit que on vit pas dans le même monde. C'est-à-dire, elle dit il faut protéger les salariés, etc. Et moi je dis on protège déjà beaucoup trop les salariés, on les protège tellement qu'on peut plus créer d'entreprises, qu'on peut plus créer d'emplois. Voilà, donc on est finalement dans de l'inconciliable, parce que là où il faudrait quasiment entre la gauche et la droite un consensus fort sur le fait que la flexibilité c'est important. Alors il y a l'accord AMI qui va un peu dans le bon sens, mais qui est très faible par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc on est finalement en permanence dans cette espèce de jeu de dupes où on dit c'est pas possible, comme nous disait la DGME, c'est pas possible parce que les collectivités locales sont autonomes, donc on peut pas y toucher. Voilà. Donc le juridique, l'aspect constitutionnel est souvent une façon, une réponse pour dire on fait rien. Les gens d'action sont très bien quand c'est des petits épiciers ou des filles d'épiciers. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une question là-bas. On fait passer le micro à Jean-Claude Charmetan. Je vais rebondir un peu sur la question sur la Constitution. Il y a un point, me semble-t-il, qui est absent dans la Constitution et qui s'oppose complètement à toute réforme. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple d'un collaborateur ou d'un groupe de collaborateurs qui se permettent impunément de censurer une phrase ou plusieurs phrases du président de la République, qui est la plus haute autorité de ce pays. Bon, les exemples sont légion, je ne vais pas m'étendre, de ministres qui n'arrivent pas à faire aboutir des réformes ou des projets parce qu'ils se heurtent à la toute-puissance de la haute administration. Nous savons tous aussi que la culture commune de toute l'administration, qu'elle soit haute, moyenne ou basse, qu'elle soit centralisée, décentralisée ou locale, enfin je veux dire collectivité territoriale, bon, le principe de base c'est la défense de son propre précaré. Ça veut dire qu'il faut dépenser tout son budget pour qu'il soit reconduit l'année suivante. Si possible un peu plus pour faire état de besoins supplémentaires.
il ne faut jamais accepter de perdre une partie de son personnel et toujours se battre pour augmenter ses effectifs, parce qu'on est respecté en fonction du budget qu'on a et des effectifs qu'on a. Alors, bon, je conclue. Ne pourrait-on faire comme les Anglais, en mettant dans notre Constitution un article qui interdit de cumuler une fonction administrative avec une fonction élective, qu'elle soit locale, législative et a fortiori une fonction de ministre. Je crois que c'est là la cause principale, c'est pas la seule, de tout le mal. Non mais effectivement. Non, effectivement, c'est un vrai sujet et je crois qu'on a été parmi ceux qui ont le plus vite montré, et notamment j'avais bien évoqué dans les fonctionnaires contre l'État, qu'en France, le service public, la carrière dans le service public était un tremplin pour faire de la politique. Alors que dans tous les autres pays, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit à un fonctionnaire, un agent public, plus tu es élevé dans la hiérarchie, moins tu as le droit de faire de la politique. Et moi, j'ai eu pas mal de lettres, notamment d'agents de la fonction publique territoriale, qui m'écrivaient pour dire « mais je comprends pas parce que moi, j'ai pas le droit de me faire élire dans ma commune, alors que ceux qui sont au Conseil d'État, la Cour des comptes, à l'Inspection générale des finances, eux ont le droit. » Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'inéquité aussi entre les agents publics là-dessus, alors que dans la plupart des autres pays, c'est l'inverse. On considère que celui qui veut faire de la politique au niveau local et qui est un agent local, l'enjeu est quand même pas énorme. C'est pas très grave, franchement, qu'il aille se faire élire, parce qu'il n'y a pas un risque très important. En revanche, celui qui est dans la haute fonction publique, c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Et j'étais à l'Assemblée nationale là, entre 11h et midi et je présentais mon livre devant des députés. Et d'ailleurs, la plupart étaient fonctionnaires d'origine. Et ils disaient eux-mêmes que c'était un vrai problème, même les parlementaires issus de la fonction publique. Et il y avait un directeur d'hôpital, il y avait un qui était de la territoriale, enfin bon. Et donc, ils sont bien conscients de ce problème. C'est-à-dire que c'est aussi un problème culturel, à un moment où finalement tout ce qu'on leur a appris, c'est pas à bien gérer, c'est à dépenser de l'argent public. Et ça, c'est le souci numéro 1. C'est-à-dire que même quand on parle avec Gilles Carrez, le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, on voit bien que sa priorité, c'est pas de réfléchir à comment baisser la dépense publique, même si maintenant qu'il est dans l'opposition, il y réfléchit un peu plus. Donc, c'est un souci. Après, c'est sûr que la solution, c'est de demander à tout agent public, notamment élu au Parlement, de démissionner de son statut. Le problème, c'est que nous, on est assez inquiets parce qu'on a l'impression que c'est l'inverse qui est en train de se passer. Avec l'affaire Cahuzac, on a assimilé l'idée de finalement d'avoir un travail dans le privé à côté de son mandat électif et notamment d'élu de la nation, et que c'était un problème, c'était le pire problème de conflit d'intérêts. Et dans tous les rapports qui ont été faits, le rapport Sauvé, mais aussi d'autres rapports qui ont été faits à l'Assemblée sur les questions des conflits d'intérêts, les conflits d'intérêts publics-privés sont toujours énormément traités. Mais les conflits d'intérêts publics-politiques sont quasiment jamais traités. C'est-à-dire, c'est tout à fait occulté. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un des problèmes majeurs, parce que à partir du moment où on peut faire carrière en politique sans du tout être inquiété, même si on n'est pas présent au bureau, notamment quand on est de la Cour des comptes ou quand on est de l'inspection du travail, etc. Enfin, on en connaît plein, il y a plein d'exemples. C'est un souci parce qu'on n'est pas vraiment connecté avec justement la difficulté de devoir gagner sa vie, travailler dur, etc. Donc on est déjà déconnecté de la réalité
économique du pays. Et là, la difficulté, c'est qu'on va voir qu'on va obliger de démissionner les députés qui sont à la tête d'entreprises, etc. Il y en a déjà très peu. Et on avait vu l'exemple de Briand qui avait fini par finalement ne plus vouloir être ministre parce que quand il démissionnait de la direction de sa société, il se retrouvait à payer un tel ISF qu'il valait mieux qu'il réintègre l'Assemblée nationale. Là, on est vraiment finalement allé à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc moi j'ai écrit tout un papier là-dessus dans Le Monde pour l'idée de 6 propositions pour une République irréprochable. Bien sûr, ça passe par cette première proposition de démission du statut public, mais aussi par l'idée que les IRFM, les indemnités représentatives de frais de mandat, doivent être rendues imposables, de supprimer la réserve parlementaire qu'Aurélien a évoquée tout à l'heure, c'est absolument nécessaire, par l'idée aussi de supprimer le double barème d'imposition dont bénéficient les élus locaux et qui permet en fait de freiner la progressivité de l'impôt, ce qui est quand même assez incroyable pour ceux qui votent l'impôt, de se permettre d'avoir un double barème qui leur permet de revenir à zéro. Et c'est d'ailleurs comme ça que François Hollande, pour 78 000 euros déclarés de revenus nets imposables, il payait que 5 127 euros d'impôt. Donc voilà, c'est toute cette question-là qui est au cœur de cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui la moralisation de la vie politique, et qui va bien au-delà de cette seule question de est-ce que tu es avocat et en même temps député. Et malheureusement, l'autre chose qui arrive derrière, c'est le statut de l'élu. Et ça, je l'ai bien vu à l'Assemblée nationale tout à l'heure avec les députés en question. Ils m'ont dit il faut faire comme en Bavière, il faut prévoir que toute personne qui n'est pas réélue à un mandat de député devienne un fonctionnaire. Voilà. Donc, et c'était pas des fronts de gauche, hein. Donc, voilà, le problème il est là, c'est que on pourrait croire que l'affaire Cahuzac allait enclencher des choses plutôt vertueuses. Et l'autre chose qui a disparu aussi du discours de François Hollande, c'est que quand il a dit que tout le monde devrait être obligé de publier ce patrimoine, il a dit les ministres, il a dit les députés, mais il a dit aussi les hauts fonctionnaires. Et en sortant du Conseil des ministres, les hauts fonctionnaires avaient totalement disparu. Alors que Cameron, quand il est arrivé au pouvoir, il a publié la liste des 171 plus hauts fonctionnaires qui sont les plus rémunérés. Nous, on a fait toute une étude sur l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a les 24 qui ont la plus haute rémunération, ils ont quand même une rémunération en moyenne de plus de 214 000 euros par an. Mais ça, personne n'en parle et personne ne les connaît. Et quand on a voulu faire cette étude et que j'ai sollicité des questeurs à l'Assemblée, donc ceux qui gèrent l'administration de l'Assemblée nationale, de droite et de gauche, ils m'ont dit Agnès, ne fais surtout pas une étude sur l'Assemblée nationale, tu vas faire monter le Front National. Donc, voilà, c'est ça la réalité des choses. Et ceux qui m'ont parlé, et là encore, je dois dire qu'il y a des gens qui sont courageux dans ce pays, ceux qui m'ont parlé, ce sont des fonctionnaires. C'est pas des députés. C'est des fonctionnaires qui m'ont expliqué le fonctionnement des rémunérations des agents à l'Assemblée nationale et qui ont pris ce risque. Donc il faut se dire qu'à l'intérieur même du système, il y a des personnes qui sont quand même attachées à l'intérêt général et qui ont envie que ça bouge. Il y a un élément que je veux juste rajouter brièvement, c'est le cumul des mandats aujourd'hui et le fait que les parlementaires sont élus sur une circonscription qui est assez limitée. Ça crée un lien physique entre un élu et sa mairie en général, parce qu'il est député-maire, quasiment 80% je crois des députés sont maires de leur commune. Et donc, en tant que député, ils passent plus de temps à récupérer des subventions du Conseil général, du Conseil régional, du gouvernement, de l'Europe pour leur ville et défendre l'intérêt de leur ville sans aucun égard pour l'intérêt général, si on peut parler d'intérêt général. Et ce lien entre le territoire et le député lui coupe les ailes. Et plusieurs fois, on a analysé la faiblesse des députés. Les députés ont beaucoup de pouvoir en théorie. Ils ne l'utilisent pas parce qu'il y a plein d'incitations à ne pas l'utiliser. Le financement des partis, le financement public, que tout le monde peut le voir dans les chiffres publiés par le Conseil constitutionnel, mais également le financement occulte. Tous les partis ont une agence de formation qui bénéficie des subsides de la formation continue.
élu local. Je ne vais pas vous raconter ce que je vois de l'intérieur, mais enfin les autres partis en tout cas ont tous leur entité qui permet d'être agréé très vite. C'est très facile, tout le monde, il y a plein de hauts fonctionnaires dans le club de l'entité. L'entité fait la formation continue d'élu local pour les campagnes, pour plein de sujets, pour se maintenir au pouvoir, qui n'ont aucun rapport avec un avenir professionnel du secteur privé ou une amélioration du service public, juste pour rester au pouvoir et financé en grande partie par le financement de la formation professionnelle. Attaque, qui n'est pas politique mais qui a une vocation à être politique, son université d'été est agréée comme formation continue. Donc vous pouvez, alors le prix est beaucoup plus cher que pour les particuliers. Hein. J'avais réussi à choper ça sur le net un jour, ça a vite disparu, mais j'ai le document quelque part, et effectivement il y a 2 tarifs et il y a le formulaire pour déclarer. Donc il y a plein de financements occultes de la vie politique. Donc je pense que le jour où on décortiquera et on essaie de le faire, les rouages de financement public de la vie politique et le rattachement en local des élus nationaux, qui sont beaucoup trop nombreux, beaucoup trop fragiles, rattachés à leur municipalité, on se rendra compte qu'en fait, dans la vie politique elle-même, il y a le virus qui bloque beaucoup de changements, au-delà des mentalités, des intérêts. Donc voilà, il y a un sujet à part entière, à mon avis. Une dernière question pour laisser le temps aux uns et aux autres de discuter du livre, de l'acheter et puis de le faire signer. Et une dernière question dans l'Assemblée. Oui, je voulais vous demander si quand on lit Société civile tous les mois, on sait déjà tout ce qu'il y a dans le livre, ou est-ce que vous lui avez ajouté des éléments complémentaires qui seraient un argument de plus pour l'acheter? Très bonne dernière question. C'est une très bonne question. Il y a eu effectivement un apport de société civile qui est indéniable. Je pense que c'est pas du tout écrit de la même manière. Il y a tous les premiers chapitres en fait qui sont vraiment sur le rapport caché de l'Inspection Générale des Finances et tout ça, ça n'a jamais été publié dans Société Civile. Tous les chapitres qui concernent le fait que les ministres n'aient pas de pouvoir, avec les témoignages de Claude Allègre, d'Hervé Novelli, etc. Enfin, sont des chapitres qui n'ont jamais été publiés dans Société Civile. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été publiées dans Société Civile. Mais si vous avez lu effectivement tous les derniers Sociétés Civiles, il y a forcément des choses que vous allez retrouver. Et voilà, donc je ne veux pas pousser à la consommation. Et vraiment, voilà, soyez très libres de l'acheter ou pas. Je pense que c'est aussi une manière, si vous avez autour de vous des amis, de la famille qui n'est pas forcément habitué à ces sujets, l'idée, et c'est tous les retours que j'ai, hein, donc c'était vraiment d'écrire un livre facile à lire, pédagogique, et qui soit pas trop technique. Donc voilà, donc c'est aussi raconter sur le mode dont on raconte une histoire et non pas sur le mode je lis un rapport de la Cour des comptes. Hein. Donc c'est important à dire, et tous les retours que j'ai et de personnes de vraiment très très différentes et parfois de personnes qui ne s'intéressent pas du tout aux politiques publiques qui m'ont dit vraiment c'est facile à lire et on y rentre comme dans un roman. Bon, j'espère que c'est vrai, c'était peut-être pour me faire plaisir, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai vendu 20 000 exemplaires, donc je pense que je suis allée au-delà du simple cercle de personnes. Merci Agnès Verdier-Molinier pour cet exposé et l'envie de le lire et d'en savoir plus et de suivre également ceux des civils en parallèle parce que c'est très complémentaire. Merci à tous d'être là ce soir. Le livre est là à votre disposition et l'auteur est là aussi, donc profitez-en. Je vous donne rendez-vous en juin. Alors la date est peut-être le 13 juin, une soirée à l'Assemblée nationale sur le thème de l'entrepreneur. Devrions-nous pas faire confiance aux entrepreneurs finalement? Nous aurons la liste d'invités définitifs très vite. Le mois de mai est assez creux, donc profitez bien de vos longs week-ends dans la France des 35 heures. Les 35 heures ne dureront pas, alors profitez des dernières pour ceux qui en ont. C'est bientôt fini. Merci bien à tous, bonne soirée.